Bonsoir tout le monde, coucou, youhou, salut les gens qui parlent, voilà, salut, yo. Ta. Oui, voilà, bon alors désolé pour le délai, on a eu 2-3 soucis sur le stream, l'enregistrement, machin, etc. côté truc là. Moi je suis là pour vous faire une conf un peu tout ce qui va être infrastructure moderne, automatisation et des trucs un peu marrants en fait. Voilà, ça c'est en gros le plan, il n'est pas bien compliqué, hein. L'idée c'est d'essayer de vous montrer qu'on peut faire des trucs sympas côté tout ce qui va être admin 6, machin, etc. Donc très brièvement, oui voilà, très brièvement, il y a 2 bullet points quoi. Qui je suis? Alors pour ceux qui me connaissent pas, je suis Orgix. Je suis un EPITA 2015, je suis actuellement secrétaire de GConf, j'étais président avant, etc. Voilà, donc 2015, donc j'ai fini l'année dernière et maintenant je bosse sur des trucs cool que je vais essayer de vous montrer. En gros, ce soir, on va parler buzzword. Alors pas trop quand même. Je pense que vous les avez tous entendus pendant des confs à la con pendant l'ingin, à peu près, hein, entre le DevOps, le cloud, le big data, les blockchains et le green IT, voilà. Je vous rassure, on va pas tous les faire. Je vais surtout vous parler des 2 premiers ce soir. L'idée, c'est en fait de vous montrer que, ok, il y a les buzzwords parce qu'on a des presses souvent assez bof sur le sujet. Mais qu'en vrai, derrière les buzzwords, il y a quand même des choses intéressantes. Et si c'est devenu des buzzwords, c'est pour une raison, quoi. Je vous rassure, ça ne devrait normalement pas trop être chiant. Et si c'est chiant, vous faites des grands signes de bras et je passe. Pourquoi cette conf? Du coup, donc c'est ce que je vous disais, c'est pour vous montrer qu'en vrai, le côté entre guillemets admin 6, c'est intéressant. Parce que j'ai remarqué en fait que, je sais pas, à Epita, jusqu'ici, un admin 6, c'est entre guillemets presque mal vu. C'est le mec qui va vous faire chier, le mec qui, à cause de qui les trucs marchent jamais et qui a un taf pas vraiment intellectuellement intéressant. Voilà, on forme plutôt des gens à faire du dev intéressant à Epita, enfin l'ingénieur ça en est la preuve quoi. Mais assez peu sur la partie système, même en SRS c'est un peu discutable, mais voilà. Pourquoi? On m'a dit qu'il y aurait des bières, mais il n'y en a pas, donc je suis déçu, mais je fais quand même la conf. Et ouais, l'objectif principal, c'est que si un jour vous décidez de faire de l'admin 6, cette conf, c'est pour vous montrer que vous allez pouvoir passer votre vie à dormir et que c'est trop cool. L'objectif, c'est de rien avoir à faire. Un admin 6, par définition, c'est feignant. Enfin, vous avez juste envie de dormir et vous reposer pendant que ça marche tout seul, que ça se répare tout seul, que ça se déploie tout seul et que vos devs cassent les trucs tout seuls. Alors je vais dire vos devs, dans le sens où, du coup, quand on est plutôt du côté admin 6, on parle à des devs, donc voilà, c'est rien de péjoratif, hein, on verra, j'ai fait Epita, donc accessoirement je code encore. Tout va bien. Si vous voulez suivre les slides, alors pas en live avec moi, mais elles sont dispo là-dessus, slides.deploy.coffee, ce nom de domaine est trop bien. Je vous invite aussi à vous ruiner en nom de domaine, c'est très sympa. Donc voilà, c'est pas compliqué à retenir, si vous voulez les regarder en live parce que je les passe un peu vite ou parce qu'au contraire je les passe pas assez vite, vous pouvez. Donc tout le côté DevOps en fait. En gros, c'est quoi? C'est le gros syndrome du fait qu'en fait on casse tout. Vermeil, je ne sais pas si vous en avez parlé pendant sa conf un peu sur Facebook, etc. Mais c'est le côté, voilà. Ok, d'accord. Il vous a dit l'inverse. Il vous a dit qu'à Google, la toolchain, etc., ça marchait bien. Si je ne me trompe pas, voilà. Il a dit que c'était bien, ça marchait bien. C'est pas partout comme ça. Vous pouvez relier ou pas à une autre boîte dans laquelle il a été, c'est votre problème. Mais en gros, c'est ça. C'est le fameux, ouais. En gros, c'est plus rapide de tester en prod. Je vois pas pourquoi j'irais me faire chier à tester dans mon coin. Je push ça en live. C'est le fameux du coup move fast and break things de Facebook. Oui, break things, ouais, c'est cool, mais ça a des limites quand même. Au bout d'un moment, quand ça pète, c'est chiant. Les gros syndromes, c'est aussi les côtés ops, côté admin 6, qui font ouais, les devs sont nuls. Et les devs qui font ouais, les admin 6, ils sont chiants. En gros, c'est ça. Et alors oui, la fameuse phrase aussi, oui, on fait du DevOps, on a installé un Jenkins. Jenkins, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc d'intégration continue, automatiser des tests, etc. C'est pas ça. Parce qu'en fait, le DevOps, en gros, c'est pas un problème vraiment, on va dire, technique. C'est la partie la moins technique de la presse. Si ça vous fait chier, vous le dites et je passe. Hein. Mais ça empêche que c'est vraiment intéressant parce que c'est des trucs dont on ne se rend pas du tout compte quand on a Epita en fait. Vous êtes content, vous développez vos trucs dans votre coin, vous faites votre moulinette, vous mettez votre tag pour faire votre rendu, et voilà, ça ne va pas vraiment plus loin. Vous n'avez pas vraiment de problème de maintenir un système en place, de le faire évoluer avec des utilisateurs qui l'utilisent, de bosser avec d'autres gens qui vont déployer votre truc, de bosser avec d'autres devs. Ok, vous bossez en groupe sur 42 SH et compagnie, mais voilà, vous ne passez pas une équipe de 5 personnes, quoi.
Et du coup, ouais, l'idée c'est de la partie DevOps, c'est des problématiques que vous aurez quand vous allez être dev dans une boîte ou vous allez être admin 6 dans une boîte. Si vous faites des slides pour une boîte, je ne peux plus rien pour vous, allez faire GITM ou je ne sais pas quoi. Du coup, en gros, si vous n'avez pas de base votre équipe d'ops et votre équipe de dev en interne, ça ne marche pas. Si vous êtes une boîte qui fait du dev et qui envoie son code à une autre boîte qui s'occupe de le release, vous avez perdu. Si vous êtes une boîte qui fait de l'hébergement, hosting, machin, etc., et que vous n'avez pas de dev en interne, vous avez perdu. Dans DevOps, hein, il y a deux composantes, c'est pas magique. Alors oui, tiens, ça parle de manager. Ouais, en fait, c'est des slides que j'ai repris, que j'ai déjà fait à un autre moment. Donc c'est possible qu'il y en ait que je skip et qu'il y ait des trucs qui n'ont rien à faire là comme ça. Mais en gros, ouais, si vous arrivez dans une boîte avec les syndromes évoqués précédemment, tout ça là, et que les équipes et surtout les managers des gens ne sont pas prêts à évoluer, vous allez vous, en gros, casser la gueule. Vous allez essayer de faire évoluer des mentalités qui vont absolument pas évoluer. Enfin, un dev, s'il n'a pas envie de parler aux gens, qu'il a juste envie de faire son code, d'envoyer une tarball par mail et que ça casse, et qu'il n'est pas prêt à changer, ben enfin, voilà, fondamentalement, c'est mal barré. Puis accessoirement, il vous faut des projets à dev, parce que si voilà, c'est la partie, c'est un peu obvious. Donc les problématiques que vous avez, c'est que souvent, très souvent, vous le verrez, enfin, vous l'avez peut-être déjà vu pendant vos stages, j'en sais rien, l'équipe côté dev et l'équipe côté ops, elles sont séparées. Genre complètement. Si vous avez une boîte de, on va dire, plus de 50 personnes, il y a toutes les chances que ça soit vraiment le cas. Et ces deux équipes, elles parlent pas du tout entre elles. Genre, des fois, c'est sur des sites différents, enfin, c'est sur des sites physiques différents. Vous avez les devs dans un bâtiment, les ops dans un autre. Des fois, c'est juste quelques étages. Enfin, voilà, c'est vraiment qui communiquent absolument pas et qui ont un des deux extrêmes sur le côté process, dans le sens où soit il n'y a absolument aucun process, tout se fait à l'arrache. En général, ça c'est que vous n'avez même pas d'ops, c'est que vous avez que des devs qui, voilà, enfin c'est parce que c'est cool hein, quand on est dev de dire ah machin mon truc est live, etc. Mais enfin, c'est pas la même entre guillemets responsabilité derrière. Soit vous avez au contraire trop de process, dans le sens où le process pour déployer votre appli, ça va être alors tu me fais un ticket et puis tu m'envoies un SMS à ce numéro et puis 2 jours après à 11h42 tu penses à venir me voir pendant ma pause bouffe pour me dire hey, tu y penses hein. Enfin voilà, c'est des process, tout ce que vous allez voir dans ITIL et compagnie qui vous imposent des listes longues comme le bras de procédures à suivre et machin, etc. Ça marche, enfin en gros ça marche pas vraiment non plus si vous voulez faire des trucs un peu sympas. Parce qu'en gros, faut garder, enfin, en gros, le problème qu'on essaie d'évoquer là, c'est que vous avez deux équipes qui ont des objectifs fondamentalement différents. Quand vous êtes un dev, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de livrer des features. On vous demande de coder des trucs qui marchent, qui servent à quelque chose, qui ramènent des thunes à votre boîte au final. Et accessoirement, en général, qui sont marrants si vous avez de la chance. Donc eux, du côté dev, ce qu'on veut, c'est pouvoir développer, changer les choses rapidement. Côté Ops, côté Admin 6, c'est un peu l'opposé. Vous êtes payé pour qu'il n'y ait rien qui soit cassé. Vous êtes payé pour avoir un truc stable. Donc fondamentalement, vous avez deux objectifs qui sont complètement opposés en fait. Il y en a qui veulent faire changer les choses, il y en a qui veulent qu'elles bougent absolument pas. Et c'est voilà, le gros problème en fait derrière ce entre guillemets buzzword. Et puis du coup voilà, c'est chacun garde son bout de process dans un coin. Alors je vais essayer de vous raconter une petite anecdote. Le coup du process dans un coin. Le mec qui sait comment faire un truc, mais qui veut l'expliquer à personne et qui refuse de le documenter parce qu'il a peur de perdre son job, ça existe. Des mecs qui vous mettent des bâtons dans les roues juste parce qu'il est content d'être le seul à avoir le savoir. Alors que le savoir, ça se trouve, c'est un script shell planqué dans un coin qui en plus est dégueulasse. Enfin, ça arrive. Et en gros, c'est les gros problèmes avec tout ça. Et c'est que du coup, enfin voilà, en général, quand vous avez des devs et des ops, et puis votre entre guillemets métier au-dessus qui vous dit hey, j'aimerais bien telle feature et tout, au bout d'un moment, ça leur saoule parce qu'ils n'ont pas vraiment envie de s'impliquer dans la guéguerre entre les devs et les ops. Du coup, à la base, en fait, en général, c'est quoi ces slides? Oui, vous avez votre code, voilà, vous êtes content. Vous allez le tester de votre côté. Vous allez envoyer un mail à vos admin 6 en leur disant hey, tiens, mon code, le voilà, et puis voilà dans mon mail la liste des dépendances que je veux que tu installes avant de le lancer. Et puis voilà, les ops dans leur coin, ils mettent en prod des machins. Et puis si ça marche pas, il se passe quoi? Ben, l'ops, il va envoyer un petit mail ou un petit ticket ou ce que vous voulez. Coucou aux accus, au bocal, etc. En vous disant non, bah ça marche pas, soit parce qu'il manque des infos, en plus, parce que déjà il va manquer des infos sur le retour. En général, un admin 6 feignant, potentiellement, ça va renvoyer juste ça ne marche pas, il va pas vous détailler pourquoi, et là vous avez l'air con. En plus de ça, il va potentiellement vous répondre ça 4 jours après, parce que, je sais pas, parce qu'il a pris des cafés. Et en gros, voilà, tout le monde se rejette la faute, machin, on recommence ça en boucle, et c'est chiant. Du coup, les objectifs là, ça va être de livrer plus rapidement vos features, de moins vous faire chier, etc. Alors,
Tout ce qui est entre parenthèses, on en parlera un petit peu plus tard. Je vais vraiment accélérer en fait parce que j'ai beaucoup trop de slides de bullshit. Le reste, on s'en fiche. Ça, par contre, c'est important. Ayez une vision positive de l'échec. Enfin, quand vous essayez des trucs, ça sert à quelque chose. C'est échouer rapidement. Enfin, si vous avez envie de tester un truc, ça sert à rien de perdre 2 jours à en discuter pour, au bout d'un moment, décider de peut-être l'implémenter et de vous rendre compte qu'au bout de 5 minutes, ça marche pas. Alors que si vous aviez tout de suite passé 15 minutes à essayer le truc, vous vous seriez rendu compte de ce qui allait pas et directement des problématiques que vous ayez. Donc voilà, je vous dis pas faites n'importe quoi non plus, mais voilà, enfin c'est vraiment ayez une vision positive de l'échec. Hein. Ça marche pour tous, ça marche pour je sais pas pour Epita, moi si vous prenez. Hein. Enfin, vision positive de l'échec, c'est hey, j'ai fait le mot torse, bon bah la prochaine fois vous le ferez mieux, voilà. Et essayez d'anticiper du coup les problématiques que vous aurez après. Ça, on s'en fiche. Ta, 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 ta. Ouais, en gros, toute la partie, je vais pas vous faire le chapitre sur toute la partie test. Je pense que ceux qui sont en engin ou plus, les accus vont assez marteler. Enfin, si vous n'avez pas une test suite, voilà, votre code il va péter. Vous savez pas si ça marche, vous pouvez pas l'évaluer. Vous allez avoir des régressions dans votre code. Vous allez péter des trucs sans vous en rendre compte. Enfin, je vous fais pas le chapitre sur besoin de tester. Par contre, on va essayer en général d'avoir des tests qui soient automatisés. Et c'est là que vous admin 6 machin pour que ça puisse se faire tout seul, que vous ayez des jolis reports qui vous disent hey, t'as tant d'erreurs, machin, etc. Et il y a un truc dont je voulais en particulier parler, si je retrouve la slide, ouais. Ah oui. Alors, ce truc est génial, ça s'appelle fuckyouinternet.com. Voilà, vous pouvez générer ça avec les mots que vous voulez, c'est trop bien. J'étais sûr que j'arriverais à le caser. Alors, on a du son. Bon, je sais pas si on a du son, mais si vous voulez le tester de votre côté, il y a une musique absolument psychédélique à côté. Ouais, je voulais vous parler de tout ce qui est 12 factor, en gros. C'est en gros 12, on va dire, entre guillemets, critères pour que votre appli soit, on va dire, déployable sans trop de galères et qu'elle soit adaptée à tout ce qu'on va un petit peu voir après, tout ce qui va être déploiement dans du cloud, des containers, des machins, etc. La partie code base, bon bah ça il faut que ça soit dans un gestionnaire de version, je vous fais pas le chapitre sur Git, vous l'avez assez eu. Les dépendances par contre, isoler et déclarer explicitement les dépendances. C'est valable pour quasiment pour tous les langages. Python, vous avez pip, tout ce qui va être Node.js, vous avez NPM et compagnie, tout ce qui va être Ruby, vous avez, je sais plus, ça s'appelle Bundle, je sais plus quoi. Enfin voilà, peu importe vos langages, en général, vous avez un gestionnaire de dépendances qui est capable de parser une liste des dépendances des libs en fait pour votre langage qui veut et de les installer. Ça, faites-le. Il n'y a pas de raison d'aller installer des trucs à la main. L'idée, c'est qu'on puisse arriver sur votre truc, faire, pour reprendre l'exemple de Python, pip install-r requirements, que ça vous installe vos requirements idéalement de manière isolée et que vous ayez vos libs pour que votre appli marche. Il n'y a pas de oui, alors je veux que tu ailles choper un binaire à la main là-bas et puis un truc là et puis la lib là, elle est fournie. Enfin, voilà. Déclarez vos dépendances explicitement et quand on dit de les déclarer, c'est pas seulement c'est quoi la lib, c'est aussi quelle version. Sinon, un jour, vous avez une update d'une lib qui vous tombe sur la tronche et ça marche plus. Toute la partie config, idéalement, essayez pas de faire des trucs trop intelligents là-dessus. Chopez votre config dans l'environnement, dans des variables d'environnement. Si vous en avez tellement que vous ne pouvez pas le caser dedans, c'est qu'il y a potentiellement un souci. Sachant que l'étape avant ça, en gros, c'est juste stocker votre truc proprement dans un fichier que vous allez juste pouvoir importer dans du JSON, du YAML, du ce que vous voulez, on s'en fiche. Mais un truc qui clairement, en fait, vos admin 6 côté de l'extérieur vont pouvoir arriver, vous dire tiens, voilà ta conf et votre appli marche avec. Il n'y a pas de on va éditer le code et puis parce qu'à la ligne 42 machin on doit renseigner le nom de la DB sur laquelle on va taper, etc. Les services attachés, oui, ça c'est tout. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de tout ce qui va être microservices, machin, etc. L'idée c'est en général, vous partez du principe que le service, vous y accédez, c'est un truc distant. Il n'y a pas de je vais supposer qu'il a été déjà préinstallé quelque part sur mon système à un endroit, machin, et je vais essayer de taper dessus. En général, traitez tout, que ce soit les autres services sur lesquels vous tapez, que ce soit vos DB, peu importe, traitez-les comme vraiment des ressources qui sont attachées à votre truc et auxquelles vous pouvez accéder. Build, release, run, séparez bien toutes les étapes là. Vous avez vraiment une étape de build, et après l'étape de build, vous avez build votre truc, vous y touchez plus. Tout ce que vous avez à faire, c'est le release et le run. Les process, tout ce qui va être stateless et compagnie. Alors, je parle là, ça reste plutôt à tout ce qui va être appli un peu orienté web, machin, etc. Là, les use cases dont on parle, vous voyez le genre d'appli en général. C'est
enfin, aux dernières nouvelles, j'ai rarement vu des gens coder des applis lourdes sur du Windows, machin, etc. Enfin, ça existe, mais c'est moins rare actuellement. Donc ouais, essayer d'avoir des apps aussi stateless que possible, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de se mémoriser un état, on peut les éteindre, les redémarrer ailleurs, tant qu'on les attache aux bonnes ressources, elles marcheront. Exposez votre service, parce qu'en général votre appli c'est un service que vous exposez. Si c'est si c'est un site web, ben, ça répondra en HTTP. Si c'est autre chose, ça répondra en autre chose, en je sais pas, en ce que vous voulez. Une méthode de RPC quelconque. Tout ce qui va être concurrency, ouais. Si vous voulez scale, si vous voulez des perfs, etc., partez du principe que normalement, si votre appli respecte à peu près tout ça, l'idée c'est votre appli, si on veut la rendre plus perf, on va pas essayer de s'embêter à aller améliorer 2 lignes de code, on va juste la spawner 10 fois en fait, parce que c'est vachement plus simple. Ça veut pas dire coder comme des porcs, ça veut pas dire on oublie tout ce qui est threading et compagnie, et puis on fait un truc qui sera run 200 fois et tant pis, ça sera perf magiquement. Non, enfin voilà, faut être raisonnable, mais en gros, faut se dire que voilà, votre appli doit en plus pouvoir être spawnable plusieurs fois. Faut pas que tout se casse la gueule si jamais vous en avez deux qui tournent de manière séparée et qui tapent sur la même ressource derrière, ou ce genre de choses. Disposability, ça c'est tout ce qui est start et stop de votre appli. Si on dit à votre appli de s'éteindre, on attend qu'elle s'éteigne correctement, qu'elle close ses connexions, etc. Pas qu'elle s'arrête en plein milieu, qu'elle fasse n'importe quoi, qu'elle balance des erreurs à l'appel. Le 10, ça va être tout ce qui va être séparation, environnement de dev, de test, de prod, etc. C'est dans des environnements séparés, c'est pas les mêmes. Je vous rappelle, ce qu'on essaie d'éliminer, c'est le syndrome de on teste en prod. Vos logs, essayez pas de faire des choses intelligentes avec. Vos logs, c'est basique, vous loguez sur stdout et c'est le taf d'un autre truc de venir les chercher. Voilà, enfin, oubliez les je vais loguer dans un fichier planqué dans un coin, ou je vais taper sur syslog ou je sais pas quoi. Vous loguez sur stdout, ça sera le job d'autre chose, d'un autre truc. Par exemple, le truc le plus basique, ça va être, je sais pas moi, systemd, vos services que vous lancez via systemctl, machin et compagnie. Il est capable de choper les sorties standards de ces trucs-là et de vous les afficher dans Journal D pour vos logs, etc. Et l'avantage, c'est que ça, on peut le remplacer par n'importe quoi. Donc loguer sur stdout, ça fait que derrière, on met n'importe quoi. C'est pas votre souci, en fait. C'est pas le souci côté dev. Vous vous occupez de loguer, ce qu'on fait les logs, comment on les agrège, comment on veut les fournir, où on les envoie derrière, comment on les stocke et tout, c'est pas votre souci, c'est le souci de côté admin 6. Voilà. Et ouais, le dernier, c'est tout ce qui va être process one shot entre guillemets, donc tout ce qui va être les erreurs de schéma sur DDB, etc. Enfin bon, ce point-là, je trouve un peu moins important. Mais en gros, voilà, essayez de matcher le plus possible ça. Vous verrez, il y a plein de trucs qui deviennent, entre guillemets, magiquement vachement plus simples si vous rentrez dans ces critères-là. Pour info, c'est fait par des mecs de Heroku, je sais pas si vous connaissez, on en parlera après quand on parlera de pass, mais c'est des gens compétents. Donc ouais, en gros, en résumé, pour finir cette partie DevOps, entre guillemets, enfin pas bullshit, mais presque, c'est intéressant jusque-là ou pas? Ok. Si vous avez des questions, j'ai pas fait le chapitre, hein, mais vous m'interrompez. Enfin voilà, même si je suis en train de parler, je m'en fous quoi. Donc ouais, si jamais, donc ça c'est conseils et recommandations et même souhaits pour plus tard quand vous sortirez d'Epita quoi. S'il vous plaît, par pitié, quand vous êtes un dev, suivez votre appli. Vous dites pas c'est bon, j'ai shippé, j'ai pushé mon truc, c'est plus mon problème. C'est tout ce qui va être, je sais pas si j'en parle à un moment, mais dans tout ce qui va être méthodologie agile, machin, etc., tout ce qui va être definition of done, la définition de quand votre taf il est fini, c'est pas censé s'arrêter au moment où vous avez écrit la dernière ligne. C'est une feature, elle est prête quand elle est live et qu'elle est utilisée par des gens. Donc suivez votre appli et faites tout pour voilà, qu'elle aille jusqu'au bout. Essayez de parler à vos admin 6 un peu avant des problématiques que vous avez potentiellement. Ils auront peut-être des idées pour vous permettre de les résoudre entre guillemets d'une autre manière. Je parlais par exemple, je sais pas, pour reprendre les exemples que je donnais avant, toute la partie logging, avant de vous embêter à faire un truc intelligent, demandez à vos admins, hey, on pourrait pas avoir un truc qui nous agrège nos logs, machin, sympa, où on peut les voir, etc. Les filtrer pour voir les trucs qu'on avait il y a 3 jours, machin, simplement via une jolie GUI en web, machin, machin. Et si vous êtes un admin 6, par pitié, là encore, écoutez ce que vos devs ils veulent. Dans le sens où, quand on a un admin 6, si on limite trop en fait, les devs, ce qui se passe, c'est que les devs ils sont pas cons, ils trouvent un moyen de vous bypass. Et ça arrivera, c'est comme vos users quand vous êtes un dev. Hein. Si vous limitez les users, ils trouveront un moyen de faire de la merde d'une manière ou d'une autre. Et voilà, en gros, rendez-leur la vie plus facile. Si vous avez des admin 6 et si vous avez une infra, c'est pour faire tourner leur appli. Si leur appli n'était pas là, vous servira probablement à rien. À part à fournir l'annuaire de votre boîte, la téléphonie, ça s'arrête peut-être là, quoi. Donc, l'idée, c'était de vous parler d'infrastructures un peu modernes, etc. Donc là, en gros, je vais vous présenter juste les différents levels en gros d'infra que vous pouvez avoir. Je vous rassure, le level 0 n'est pas très compliqué. Voilà.
Et ça s'arrête là. En gros, je suis là pour parler plus ou moins d'infrastructure moderne. Je suppose que vous savez à peu près vous SSH sur un serveur et aller starter un process, machin, lancer des trucs et faire des tails sur des logs. Aller faire vos modifs de conf à la main et tout. Ça, c'est ce qu'on va essayer d'éviter en fait. Du coup, on fait les trucs à la main. Ce qu'on va vouloir faire, c'est première étape, le premier niveau, c'est automatiser de manière basique ce qu'on va run sur les machines. Elle est longue cette slide. Le résumé, c'est quand vous gérez des machines, que vous avez un truc répétitif à faire. Si vous avez 20 machines, vous allez peut-être le faire à la main. Ça va vous saouler, mais vous allez le faire à la main. Si vous en avez 200, vous allez écrire un petit script shell à l'arrache qui le fait. Mais sur vos 200 machines, il y en a 10 sur lesquelles ça va fail. Et du coup, vous allez vous retrouver un problème de gestion d'erreurs, etc. Et vous allez vous péter la tronche. Et si vous en avez 2000, soit vous démissionnez, soit vous embauchez un stagiaire. Voilà. Peu importe, mais en gros l'idée c'est, on peut tout faire à la main, au bout d'un moment ça s'arrête, et il y a des gens qui ont pensé à vous faciliter la vie là-dessus avant. La philosophie c'est d'arrêter de tout faire à la main, et plutôt en fait de tout décrire vraiment dans des fichiers. Il faut que tout ce que vous faites soit décrivable textuellement, c'est ce qu'on va appeler infrastructure as code. Et c'est-à-dire que vous gérez votre infra comme du code, dans le sens où la définition de votre infra, elle est textuelle, elle est versionnée dans du Git, il y a potentiellement des checks automatiques qui sont dessus, il y a potentiellement des trucs qui sont automatiquement dès que vous allez modifier et que vous pushez un truc. Voilà, ça se gère vraiment comme du code. Et l'idée, c'est de manager des états de ressources qui représentent des services. J'en parle un petit peu juste après. Alors évidemment, ça ajoute un niveau d'abstraction entre l'infra et vous. Voilà, plus vous en ajoutez, plus c'est souvent galère et plus vous êtes soumis à des potentiels bugs. Mais si vous en ajoutez pas, au bout d'un moment, vous faites vraiment tout à la main et vous vous retrouvez à écrire de l'ASM. Ouais, je vous fais le chapitre, automatiser, c'est pas forcément optimiser, c'est juste automatiser. Il faut que ça soit automatisé, c'est pas forcément le truc le plus rapide du monde. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. En gros, en général, dans tous les patterns de trucs d'infrastructure as code, de gestion de config, etc., vous avez un serveur qui connaît ce qu'il doit appliquer aux machines et les machines en question. Je reviendrai dessus si après j'ai plus assez de temps. En gros, ce qu'on va essayer d'avoir, c'est de l'uniformité. Dans le sens où, dans la plupart des boîtes où c'est fait à la main, vous allez sur une boîte, vous prenez 3 serveurs, vous regardez des trucs dessus, vous pouvez savoir qui l'a installé. Parce qu'il n'y a aucun mec qui va faire la même chose. Et potentiellement, vous vous retrouvez avec des trucs qui ne sont pas configurés pareil. Et dans certains cas, c'est vraiment très chiant. Je ne vous donne pas tous les détails. Si vous voulez, on peut en parler après de tous les trucs louches que j'ai vus. L'objectif, c'est de gagner en agilité, entre guillemets, de maintenance, en rapidité, etc. C'est pour des trucs à la con, hein, mais le cas typique qu'on essaie d'avoir, et c'est la raison que tout le monde donne toujours à votre config management et compagnie, c'est quand il y a eu tout ce qui a été, je sais pas, Shellshock, Earthbleed et compagnie, et que vous avez OpenSSH ou Bash à mettre à jour sur toutes vos machines. Si vous en avez 2000 et que vous le faites à la main, c'est horrible. L'idée, c'est de pouvoir dire juste à un endroit, hey, upgrade ça, vas-y, run sur toute mon infra, ok, c'est à jour, je peux retourner dormir. Et voilà, au final, l'objectif, c'est de gagner du temps. Je vais aller plus vite sur cette partie. Je vous parlais de gérer des états de ressources qui représentent des services. Bah là, on gère, le service qu'on gère, c'est juste un serveur web, un bet-nginx, et voilà. On lui dit juste, tiens, ça, c'est des trucs valides. Hein. Ça, c'est valide dans un truc qui s'appelle Ansible. C'est vraiment valide, dans le sens où vous dites, hey, j'ai un package, il s'appelle Nginx, je veux qu'il soit installé. Et son job, après, c'est de se débrouiller derrière pour aller le faire. Peu importe la distribution sur laquelle vous tournez. Que votre package manager, ça soit apt-get, ça soit Yum, ça soit Pacman, ou ça soit ce que vous voulez, on s'en fiche. Son job, c'est de savoir le faire. Je vais pas plus que ça détailler les différentes solutions qui existent pour l'instant. Je pense, en gros, vous avez Puppet qui est un peu lourd, Ansible qui est très plébiscité en ce moment parce qu'ils sont fait racheter par Red Hat et parce que c'est super simple à prendre en main, mais qui est buggé comme pas possible. Et SoulStack qui est cool et ce que personnellement je préfère utiliser. C'est plus complexe mais c'est plus marrant. Et enfin du coup vu que c'est plus, enfin c'est pas, ça permet de faire plus de trucs. Voilà, c'est plus puissant mais du coup c'est plus complexe. Du coup l'objectif à la fin d'avoir de l'infrastructure as code, en gros si la description d'une machine n'est pas stockée quelque part dans du Git, vous avez perdu. Si vous ne pouvez pas couper le SSH et tout faire via votre gestionnaire de config sur un serveur, vous avez perdu.
Typiquement, le dernier point, c'est ce que font les mecs de Fedora sur leur infra de build, etc. Vous n'avez même pas accès en SSH aux machines. Si vous voulez faire un truc à la main, aller péter un truc qui ne sera pas documenté, dont personne n'aura connaissance, etc., c'est pas possible. L'idée, c'est vraiment voilà, de savoir qu'il y a un endroit où c'est défini, que le lendemain matin, quand c'est un autre mec à votre place qui viendra bosser, il pourra juste aller voir ce qui a été modifié au niveau du guide de votre config management et savoir ce que vous avez fait la veille, quoi. Le level 2, ça va être tout ce qui va être cloud. Je suppose que vous avez déjà eu plein de talks là-dessus, en long, en large, en travers. Je ne vais pas trop détailler. Ça donne soif, les talks. On vous a déjà fait le chapitre sur tout ce qui est IaaS, PaaS, SaaS et compagnie ou pas? Ok, à qui ça parle pas, ça? Ok. En gros, voilà, c'est ça, c'est la pizza de service. En gros, l'idée des trucs as a service, c'est qu'il y a différents niveaux de service, entre guillemets, qu'on peut vous fournir. L'infrastructure as a service, c'est basiquement on vous met de l'infra à dispo. Dans le sens, on vous met à dispo des VM. L'objectif du cloud, c'est vraiment de vous fournir des ressources. C'est de dire, j'ai plus à installer 15 millions de trucs dans mon coin pour aller faire tourner mes trucs. Enfin, au moins, j'ai plus à me soucier de la partie VM, de la partie potentiellement base de données, etc. C'est des trucs où je peux dire, tiens, vas-y, fournis-moi l'accès à des services. C'est autre chose qu'il les gère. Il les gère pour vous, il vous les fournit et vous vous en servez. Donc, quand vous avez du coup tout chez vous, vous êtes dans ce cas-là. C'est ce qu'on appelle on-premise. Vous gérez tout. Ça, c'est pour l'exemple d'une pizza. Ce qui est en bleu, c'est ce que vous gérez. Ce qui est en vert, c'est ce que vous déléguez et qu'un fournisseur de service vous fournit. Donc, quand vous bouffez chez vous, quand vous bouffez une pizza chez vous, vous faites tout. Vous êtes en charge d'avoir tout, de la table sur laquelle vous allez manger, jusqu'à de quoi faire cuire votre pizza, jusqu'aux ingrédients pour la faire. La partie infrastructure as a service, c'est celle dont je parlais à l'instant. On vous fournit vraiment de l'AVM, de l'ADB, des load balancers. On vous fournit des. Enfin, non, ça semble pas. Oubliez la partie load balancer. En gros, on vous fournit vraiment de la ressource et vous en servez. C'est le cas où vous avez toujours à peu près tout chez vous. Sauf que vous allez juste acheter de quoi faire votre pizza, c'est les pizzas presque préfaites que vous allez acheter, que vous allez faire chez vous. Voilà, vous faites un petit peu moins de choses. Vous n'avez pas toute la pizza à préparer vous-même. Vous avez juste à la cuire et à la manger. Le truc au-dessus, c'est tout ce qui est plateforme as a service. Une plateforme as a service, en gros, c'est l'idée de pouvoir dire tiens, voilà mon code, gère-le et déploie-le. Basiquement, c'est ça. Ce que vous pouvez du coup pas faire avec de l'infrastructure as a service dans la mesure où tout ce que vous fournit c'est des VM brutes de forme et voilà. Donc d'un point de vue pizza, c'est quand vous faites livrer votre pizza. C'est cool, tout ce que vous avez à gérer c'est la table et ce que vous allez boire. Vous appelez votre vendeur de pizza préféré ou tous les trucs hype du moment en mode on vous livre de la bouffe, etc. Et voilà, vous mangez chez vous. Et enfin, le dernier truc, c'est le software as a service. Bah, c'est simple, vous gérez plus rien. Voilà. C'est dans le nom, c'est software as a service. Et on vous fournit un soft et vous payez pour l'avoir. C'est tout ce qui va être, je sais pas moi, Gmail et compagnie, c'est typiquement ça. Vous payez, alors pas forcément vu que Gmail en général c'est gratuit sauf pour les boîtes. Mais voilà, ils vous fournissent un service et voilà, rien ne les empêche un jour de couper le service d'ailleurs. Voilà. Je vais pas parler plus que ça de PaaS et de SaaS aujourd'hui. J'en parlerai à la fin, mais en fait, il y a une première conf, AGConf, qui a été faite par Steve Barrow, qui s'appelle la conf sur DevOps, qui est très bien faite. Il y a le lien à la fin, je vous invite vraiment à aller la voir, elle est top, et elle explique plein de concepts que moi je survole. Voilà. Donc d'un point de vue IaaS, ça vous en avez forcément entendu parler. Enfin, je doute qu'il y ait quelqu'un qui n'ait pas entendu parler d'AWS encore. Amazon Web Services, etc. Ça, en gros, c'est les trois premiers, c'est les trois plus grands. Vous avez Amazon, AWS, actuellement, c'est la moitié de tout ce du chiffre d'affaires de tout ce qui va être cloud de manière mondiale. Enfin, ils la mettent à Google et Microsoft d'un point de vue pas possible, quoi. Google, donc avec Google Cloud Engine qui fait des trucs sympas. Microsoft Azure, je vous avoue que je n'ai pas trop de retours, je n'ai pas spécialement testé parce que Microsoft. Et après, vous avez les trucs genre français, genre Numergy et compagnie, qui se basent sur des trucs qui vous permettent de faire votre cloud chez vous, qui s'appelle OpenStack, qui est très intéressant et que je vous invite à regarder. Je n'ai pas le temps d'en parler là. Spoiler, les trois premiers marchent, le quatrième c'est français et je crois même qu'en plus c'est géré par Orange, donc ça marche pas. Comme tous les autres trucs plus ou moins du genre que vous verrez fait en France, hein. J'en ai vu très peu qui marchent. Ou qui marche comme on se l'attendrait. Le concept derrière tout ce qui va être cloud, ça va être alors, ce qu'on appelle PET vs Cattle, c'est avant vous gériez vos serveurs comme des animaux de compagnie. L'objectif c'est de les gérer comme du bétail. Un animal de compagnie, vous le gérez, vous vous en occupez, vous lui donnez un petit nom. S'il est malade, vous l'emmenez chez le veto, vous le soignez.
Du bétail, ben, il a un numéro tatoué sur l'oreille, s'il est malade, vous le butez, et l'objectif à la fin, c'est que de toute façon, il vous serve et après, vous le revendiez. Concrètement, ça, c'est ce qu'on essaie d'atteindre. C'est les machines, c'est pas des petits flocons de neige super beaux, super uniques, etc. Toutes vos machines, elles sont pareilles. Pensez à une usine chinoise, en gros, c'est ça. Enfin, si vous donnez des noms à vos machines, vous avez perdu. Un nom de machine, ça doit être un UID de gène et vous lui filez et point barre. Vous en cognez. Et vous les gérez comme un ensemble. Vous ne gérez pas une machine par une machine. Vous dites, ouais, tous les serveurs qui représentent ce service-là, vas-y, je les éteins ou je les balance ailleurs. Avec tout ce qui va être cloud, on va avoir des concepts qui vont commencer à devenir sympas. Alors ça va venir avec le reste, mais tout ce qui va être auto-scaling, en gros l'idée c'est de dire hey, par défaut j'ai mon service qui tourne 3 fois, mais je peux avoir, je sais pas moi, alors que je suis en train de dormir à 23 h, un pic de fréquentation pour je ne sais quelle raison. J'ai pas envie de devoir me réveiller pour gérer mon truc et rajouter mon application. Je veux qu'elle puisse scaler toute seule, dire hey, j'ai de la charge, j'arrive pas à la traiter, je vais en lancer plus et automatiquement gérer ça. Les ressources de service, je vous en parlais, et le self-healing, je vous en parlerai un peu plus loin. L'idée, c'est que votre infra puisse se réparer tout seul, c'est trop cool. Le niveau 3 après ça, c'est... Alors là, on rentre dans les concepts un peu marrants. Le level 3, level 4, en gros, je crois, level 4. Ouais, on verra bien. C'est ce qui se fait, de ce que je vois moi actuellement, un peu state of the art. En gros, vous avez deux versions. Vous avez la version là que je vais vous présenter. Donc c'est tout ce qui est infra-immutable, c'est quand vous bossez encore entre guillemets sur de la VM traditionnelle. Voilà, des bonnes vieilles machines virtuelles qui bootent, etc., qui ont leur propre OS, la totale, et qui du coup en général sont fournies par des fournisseurs d'infrastructures. Donc ça, c'est un truc très marrant et très intéressant. Le concept, en gros, c'est que vous allez build une image, une image qui représentera votre service. En gros, vous voyez ça comme une grosse tarball améliorée de votre, vraiment améliorée pour le coup, de votre service. Si vous prenez une machine, vous la spawnez, vous configurez votre application dessus, évidemment automatiquement. Si vous le faites à la main, vous avez perdu au level 2. Et cette machine, après, vous l'arrêtez, vous en faites une snapshot, et après, c'est ça que vous allez spawner automatiquement. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez buildé, vous y touchez plus. C'est-à-dire que c'est strictement la même chose qui va tourner sur vos environnements de test, sur votre prod, et sur vos environnements de, je sais pas moi, de test de montée en charge, sur partout. C'est un level de plus par rapport au-dessus. Typiquement, avec de l'automatisation, c'est possible de dire ok, je vais automatiquement ajouter des machines, sauf que vous allez les configurer au run. Forcément, si vous vous connectez à une machine pour configurer des trucs dessus, il faut déjà qu'elle tourne. C'est-à-dire que votre machine, pour qu'elle soit dispo, il faut qu'elle démarre, il faut que votre truc tourne dessus pour aller la configurer, et après elle est prête. Ça prend du temps. Alors même si ça prend pas longtemps, ça en prend. Du coup, vous avez moins de réactivité sur tout ce qui va être spawn à l'arrache de machine, pour dire j'en veux 15, j'en veux 20, j'en veux moins, j'en veux... Voilà. Et puis surtout, en plus, si vous la configurez au run, ça veut dire que, je sais pas, imaginez que votre étape de déploiement de votre application, c'est, je sais pas moi, c'est un truc qui tourne en PHP, en Python, en ce que vous voulez, un truc interprété. Vous allez faire juste, par exemple, un gros git clone des sources sur votre truc, qui va être servi par un unicorn ou ce que vous voulez. Ben ouais, mais du coup, si vous faites un git clone de, je sais pas, GitHub et GitHub est down, ça veut dire que vous pouvez plus déployer, ça veut dire que vous pouvez plus release de nouvelles machines, ça veut dire que vous pouvez plus déployer de nouvelles machines et vous avez perdu, quoi. Ça veut dire que s'il y a des machines qui cassent, par exemple, et que vous avez envie de les remplacer, parce qu'il y a une erreur dessus, peu importe. On en parlait tout à l'heure, c'est disposability, c'est tout ce qui va être bétail. Si votre machine est meurt, vous en occupez pas dans un premier temps, vous en respawnez une automatiquement pour la remplacer, et après vous cherchez pourquoi elle a craché, quoi. Donc voilà, donc si vous configurez vos instances au run via de l'automatisation, c'est quand même pas top, ça a quand même les downsides là. Là, l'idée, c'est justement de ne pas avoir ces downsides. Il y a une boîte qui est très cool, qui s'appelle HashiCorp et qui fait plein de trucs qui marchent un peu avec ça. Je vous invite vraiment à regarder ce qu'ils font et à jouer avec. Je pense que Vermeil qui a commencé à jouer avec, on est plutôt content de tout ce qui va être Vagrant, etc. sur la gauche, ça lui fait gagner beaucoup de temps. En vrai, tout ça, c'est des trucs qui vous font gagner du temps quand vous faites du dev. Ça vous évite d'implémenter des trucs qui vont vous faire chier. En gros, en très résumé, Vagrant, c'est, pour reprendre l'expression de Steve du coup, dans sa précédente conf, c'est le makefile des VM un peu. Vous lui dites dans un fichier textuel, ok, j'ai besoin d'une VM qui a ça d'installé, une VM qui a ça d'installé, etc. Vous faites un gros Vagrant up et localement, si vous avez du VirtualBox, du KVM, ce que vous voulez, ça s'interface sur plein de trucs, ça va vous spawner vos VM sur votre machine, les config comme il faut et vous les mettre à dispo. Si vous voulez tester des trucs, c'est génial. Et en plus, alors l'idée, ça c'est typiquement ce que vous allez utiliser quand vous voulez fournir des environnements de développement
à des gens. Quand vous êtes un projet open source, que vous avez envie que les gens contribuent à votre truc, vous n'avez pas envie de leur mettre un README de 500 lignes qui leur explique toutes les commandes à taper pour que ça marche chez eux. Et en général, ça ne marchera pas parce que le mec est sous Gentoo et vous n'avez pas prévu le cas. Voilà. Donc l'idée là, c'est de dire, ok, bah, vous fournissez de quoi décrire les machines et comment les provisionner. Le mec, il a juste à choper ça, à dire, hey, vas-y, va grand up, s'allumer les machines, il est prêt à dev, il peut bosser tranquillement. Il n'a pas à s'occuper de toute la partie comment je set up mon environnement. Packer, c'est un truc qui fait justement de la création d'images. C'est ce qui est utilisé en général, enfin c'est le plus propre que j'ai trouvé jusqu'ici, pour faire justement ce build d'image. Il s'occupe de tout pour vous. J'en parle juste après en fait, donc je ne vais pas détailler. Terraform, ça tue, je vais parler d'un équivalent après. En gros, vous décrivez votre infra, et l'idée c'est qu'il soit provider agnostique. C'est-à-dire que vous pouvez le runner sur n'importe quel provider d'infrastructure as a service, ça marchera. Vous décrivez textuellement, je veux tant de VM, je veux tant de load balancer, je veux que d'un point de vue filtrage réseau entre mes VM, il n'y ait que ces accès-là qui soient ouverts de là vers là, etc. Je veux une DB qui fait ça, machin, etc. Ça, vous le prenez, vous le runnez sur de la WS, vraiment vous le prenez, vous dites tiens, run ça, ça marche, il vous spawn tout, il vous conf tout, ça marche. Demain, vous en avez marre d'AWS, vous voulez partir sur du Google Cloud, bah vous lui dites tiens, vas-y, run sur Google Cloud là-bas, et ça marche, en gros. C'est de vous dire, vous n'êtes pas loqué sur un fournisseur d'infrastructure as a service. C'est quand vous fournissez un truc à des entreprises qu'elles veulent déployer chez elles, mais que vous n'avez pas envie de vous taper un support sur le hey, comment elles vont déployer ça, machin et tout, vous leur donnez ça et ça déploie chez elles. Ça déploie sur plein de trucs. On est vraiment en train d'automatiser le déploiement à grande échelle, pas simplement d'un truc. On déploie on automatise le déploiement d'un tout. L'idée, c'est de pouvoir dire, si j'ai tout qui tombe, si ça crame, si mon data center se prend une météorite, je m'en fous, je run à côté, je fais make, ça run à côté, ça marche et j'ai plus rien à faire. C'est quand même assez. Moi, je trouve ça quand même assez génial. Hein. C'est l'idée de plus rien avoir à faire à la main, c'est quand même cool. Vault, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est de la gestion de credentials. C'est très bien, mais assez compliqué. Ça implème plein de trucs très sympas. Je vous invite à vraiment regarder si un jour vous vous posez des questions comme hey, comment on gère les accès à mes trucs sans avoir à foutre des passwords en clair quelque part ou ce genre de choses. C'est très très sympa. Nomad, c'est de la gestion de cluster. J'en parlerai après, ça sera dans la partie d'après. Et Consul, c'est tout ce qui va être service discovery. En gros, c'est un truc dans lequel l'idée, c'est que par exemple, quand vous êtes une appli qui a besoin de se connecter, c'est toujours le même cas, mais c'est parce que c'est le plus typique. Hein. Si vous êtes une appli qui a besoin de se connecter à une autre appli ou à une DB, on pourrait vous filer dans la configuration hey, tu tapes là-bas. Mais ça veut dire que le jour où ce là-bas il change, vous avez à reconfigurer votre application. C'est un peu chiant. L'idée, c'est que votre service qui est là-bas, il s'enregistre dans quelque chose. Quand il démarre, quand il s'arrête, etc. Il s'enregistre dans, en l'occurrence, Consul. Et Consul, en gros, vous pouvez lui demander juste hey, donne-moi ma DB de prod, donne-moi ma DB de dev, donne-moi le service que j'appelle qui est là-bas, qui, je sais pas, moi, qui me stream des vidéos, file-moi celui pour l'environnement de test, etc. Vous lui dites juste je veux ça, et c'est lui qui s'occupe de savoir où c'est derrière et de vous dire tiens, ok, c'est là-bas, vas-y. C'est très cool aussi. Je vous en parlais, ouais, CloudFormation, c'est Terraform by AWS. AWS, j'en parlais pour tout ce qui est infrastructure as a service. Ils fournissent plein de trucs. Vraiment, si vous allez voir, ils fournissent tellement la pelle de trucs que c'est presque trop au bout d'un moment. Mais en gros, ça, c'est le truc qui vous permet de définir de l'infra chez eux. Je voulais juste montrer un exemple parce que j'en ai fait en fait, hier et c'était plutôt marrant. En gros, là, je lui dis, l'idée, c'est que ça, c'est un template qui lui dit quelle tronche doit avoir mon infra. Et les paramètres, au début, c'est ce que je vais pouvoir faire varier. Là, je lui dis notamment la région d'Amazon, parce qu'ils sont partout, machin dans le monde, etc. L'idée, c'est de pouvoir prendre ça, le copier, le coller et dire tiens, va run sur la zone est des US plutôt que la zone ouest de l'Europe. En dessous, c'est le type d'instance, etc. On s'en fiche un peu. Et en dessous, c'est un port pour accéder à un service. Voilà, c'est un Redis en l'occurrence. Et en dessous, vous lui écrivez les ressources que vous voulez. Donc là, je lui dis, alors les security group, c'est un truc qui filtre les accès. Tout ce que je lui dis, en gros, là, c'est hey, coucou, j'ai envie que mes applications puissent accéder à ma. Non, j'ai envie que ma DB accepte de se faire accéder par mes applis. En dessous, c'est l'inverse, c'est les applis. Hey, j'accepte que tu sortes pour aller interroger la DB. Et en dessous, c'est si vous avez de load balancer devant, c'est votre appli qui fait hey, j'autorise. La connexion peut-être en HTTP quand même depuis mes load balancers, histoire qu'ils puissent m'envoyer du trafic quand même, et puis me faire des health checks, etc. Voilà, et voilà, à la fin c'est la partie DB, etc. L'idée c'est que là, en dessous, tout ça en fait, vous voyez des petits refs, machin, etc. Tout ça, ça fait référence à des trucs qui sont au-dessus, que vous filez en param en gros, donc l'idée c'est que vous prenez ce template, vous le filez param qu'il faut, ça spawn.
Et en gros, comme ça, vous décrivez entièrement votre infra et vous spawnez votre infra à l'identique pour votre environnement de dev, de staging, de nightly, de ce que vous voulez, de prod, et vous êtes sûr comment vous testez ce que vous déployez ce que vous avez testé. Et de l'autre côté, Packer, j'ai 2 slides, je crois, ouais, je vous en parlais, je ne vais pas détailler, mais vite fait, vous lui dites, tiens, c'est de la WS, j'ai cette image-là comme source, je veux que tu fasses ça pour build mon image, build-la moi. Et ce qui vous sort, c'est ça, je ne vous raconte pas tout le détail, mais il vous spawn une instance temporaire, il s'assure qu'il puisse s'y connecter, il s'y connecte, il la conf, il l'arrête, il la snapshot, il trash le truc temporaire qu'il avait créé, et il vous dit, tiens, ta snapshot, elle est prête. Voilà. Sachant que le truc de ça conf la machine, c'est un truc que vous avez déjà automatisé à côté via un des tools qu'on a cité avant, genre Ansible. Voilà. Et le temps avance. Le level 4, c'est tout ce qui est Docker. Alors c'est pour ça que j'ai le t-shirt là. Ça m'a attiré beaucoup de trolls. Vous avez déjà dû, enfin, je sais pas quelle opinion vous en avez. Je sais qu'Epita c'est une opinion assez, en général assez troll. On va un petit peu voir pourquoi. En gros, si je vous parle de container, ça vous parle ou pas? Qui sait ce que c'est un container? Oh, qui ne sait pas ce que c'est un container plutôt, pardon. Ok, je vais essayer d'expliquer rapidement. Concrètement, quand je parle de VM, je parle de machine virtuelle, entre guillemets, classique. L'idée, c'est vous avez votre serveur, votre host, du bare metal, voilà, un bon gros, enfin, directement votre machine. Par-dessus, vous avez un OS qui tourne. Et sur cet OS, vous avez un hyperviseur qui va tourner et qui va se charger de gérer des machines virtuelles qui sont derrière. Okay, il s'intercale vraiment entre ces machines et votre host. Et vos machines, c'est des machines à part entière. Elles ont leur kernel, elles ont tout, elles ont leur programme, leur binaire, leur file system, la totale. Vous bootez vraiment dedans. Okay, c'est des machines virtuelles, enfin voilà, à part entière. Je vais pas vous faire un cours sur les hyperviseurs. Je suis persuadé qu'il y a plein de gens, notamment au LSE, qui le feront énormément mieux que moi. Et l'idée, en gros, des containers, c'est de dire, ouais, on enlève cette partie hyperviseur. Et c'est le kernel, en fait, qui va gérer la partie isolation. Parce qu'en fait, à la base, c'est con, hein, mais pourquoi est-ce qu'on veut faire des VM? Pourquoi je parle de VM depuis le début? C'est parce que si vous faites tout tourner sur la même machine, au bout d'un moment, vous vous prenez les pieds dans le tapis. Parce que vous allez avoir 2 softs qui vont avoir besoin d'une lib à des versions différentes. Si vous l'installez sur la machine, ben vous vous retrouvez à faire des trucs dégueulasses, à la changer de nom pour la mettre ailleurs, à une autre version, machin, c'est ingérable. Puis accessoirement, je sais pas, moi, si vous avez envie d'avoir 2 trucs qui écoutent sur le même port, ben vous pouvez pas, vous avez perdu. C'est l'idée de ce qu'on essaye de achieve avec des VM, c'est déjà pouvoir faire tourner plusieurs trucs de manière isolée et surtout aussi de manière isolée. C'est que s'il y a un truc qui se fasse péter, il ne puisse pas non plus directement avoir accès à tout ce qu'il y a sur son pote. Et en gros, la partie container, du coup, c'est vous enlevez cette partie hyperviseur et c'est directement le host qui va faire votre partie containerisation. Là, dans ce dont je vais parler principalement, c'est la partie sur Linux. Okay, c'est les containers sur Linux. C'est implémenter des trucs qui s'appellent les namespaces. Il y en a beaucoup qui reprochent entre guillemets la hype autour de Docker parce qu'en vrai, Docker n'a pas vraiment inventé grand-chose. Tout ce qui est là, justement, de la containerisation sous Linux, ça existe depuis belle lurette sur plein d'autres trucs. Vous aviez des trucs qui s'appelaient les zones sur Solaris, vous avez des jails sur BSD. C'est la même chose et c'est implémenté depuis très longtemps. Voilà, Linux est en retard là-dessus. Du coup, il y en a plein qui disent oui, Docker c'est une révolution, machin, etc. Les containers c'est ouf, on n'en avait jamais entendu parler avant, mais ça existait avant. C'est juste que il n'y avait pas eu tout le marketing très agressif de Docker et compagnie autour qui ont popularisé le truc. Donc l'idée, voilà, c'est que côté Linux, ça implémente dans le kernel avec ce qui s'appelle les namespaces. Je vais vraiment accélérer, je suis désolé si je manque des parties. L'idée, c'est voilà, de pouvoir isoler des choses parce que c'est con, mais je prends par exemple la liste des users, vous avez une liste de users sur votre système, vous n'en avez pas 15 millions. Vous avez un hostname sur votre machine, vous n'en avez pas 15. L'idée en fait des namespaces, c'est de pouvoir dire ok, j'ai potentiellement plusieurs fois cette stack là. J'ai une stack de users et avec mon hostname, machin, etc. dans un coin. Mais à côté, j'en gère aussi un. En gros, vous voyez ça comme avant, dans votre kernel, c'était juste une bête variable en gros qui gérait votre truc de manière unitaire. Maintenant, il gère une liste de trucs en gros. En très résumé, c'est ça. En très résumé. Voilà, c'est juste l'idée de pouvoir isoler les choses et quand on spawn un process, lui dire ok, t'es dans ta stack network à part, t'as ta liste de process, tes PID, etc. à part, t'as tes mount points à part, voilà, t'es sur un truc vraiment qui est isolé d'un point de vue kernel.
Et les 6 groupes, c'est pour tout ce qui va être isolation, enfin tout ce qui va être, pardon, limitation en termes de ressources, mémoire, CPU, etc. Je ne vais pas vous faire un cours sur les namespace pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà plein de trucs qui existent qui sont intéressants. Vous avez plein de gens à Epita qui sont très compétents sur ce genre de sujet qui pourront vous en parler. Je vous ai mis 3 liens. Le premier, c'est des slides qui sont très sympas là-dessus. Le deuxième, c'est limite un cours sur tout ce qui est namespace, mais vraiment comment les créer. Hein. Vous prenez votre bon GCC, vous allez créer des namespaces, etc. en allant créer vos process, en leur filant les paramètres qu'il faut, etc. Et le dernier, c'est le cours de virtualisation légère que Nemuner, un mec qui s'appelle Pierre-Olivier Mercier, donne en SRS. C'était le RoutaQ 2014, je crois. Son cours est plutôt sympa et très très complet. Vous verrez, vous avez même les TP des SRS dedans, etc. N'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous sentez l'âme d'un SRS ou si vous sentez pas l'âme d'un SRS mais que vous avez envie de faire des trucs. C'est très bien fait. Et en gros, pour quand vous des containers, j'ai honteusement pompé ce tableau sur Steve Barrow sur Citrix. Voilà, en gros, je n'ai pas besoin d'être plus explicite, vous l'avez tous vu. L'idée, c'est qu'on gagne énormément en temps qu'on va mettre à démarrer le truc, à le déployer, à l'envoyer ailleurs, etc. Et Docker, du coup, en gros, c'est entre guillemets juste des containers. Ça utilise les trucs qui sont fournis par votre kernel pour faire de l'isolation. Il y a d'autres trucs qui le font. Il y a quelque chose qui s'appelle Elixir qui le fait de la même manière. C'est derrière la même implème d'un point de vue vraiment containerisation. D'ailleurs, à la base, Docker se servait de Elixir. Vous avez d'autres trucs, des trucs qui s'appellent Rockit, RKT, qui s'en servent aussi. Enfin voilà, Docker, c'est pas le seul truc qui existe là-dessus. C'est juste que c'est eux qui ont vraiment popularisé l'usage de ce genre de choses. Et surtout, vu qu'ils l'ont popularisé, en fait, il y a tout un écosystème qui s'est monté autour de ça. Et qui vous fait un peu la vie, en fait. Je vais essayer de zapper cette slide-là, mais si vous voulez chercher là-dessus, il y a des trucs marrants, il y a des trucs plus cons. Et en fait, là, depuis tout à l'heure, c'est cool, je vais être dans les temps. Depuis tout à l'heure, je vous parle de gérer votre truc comme du... Attendez, avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a des questions déjà, en fait? Comme ça me laisse le temps de boire de l'eau. Toi, les outils que tu utilises le plus dans ton boulot, parmi ceux que tu viens de nous présenter? Le plus, honnêtement, j'ai pas de réponse. Je bosse pour une SS2I et je bosse chez des clients. Et en gros, je fais un peu. Souvent, j'ai souvent le choix de faire un peu ce que je veux et du coup, je fais de tout. Je t'ai présenté du cloud formation parce que j'en ai fait cette semaine. Du Terraform, j'en ai pas encore fait, mais ça va pas tarder. Packer, c'est pareil, j'en ai fait. Du Ansible, j'en ai fait. Du Salt, j'en ai fait à peu près autant. Puppet et Chef, les trucs dont je t'ai parlé, j'en ai pas fait parce que c'est lourd et que by design, ça m'intéressait pas des masses. Voilà, enfin, c'est d'un point de vue tool. Si tu veux, après, je vous fais une démo de ce que je considère moi comme le plus marrant et le plus cool. Merci. De rien. Donc on dit c'est cool. Juste attends. Juste, tu parles de Virtu, de Docker, etc. Est-ce que tu as regardé du côté de systemd and Spawn? Oui, bah ça fait des jolis clones, machin, etc. Ça fait les mêmes calls d'un point de vue kernel pour aller isoler tes trucs. C'est comme Elixir, enfin ça t'isole les process, quoi. C'est pareil. Enfin, derrière, d'un point de vue containerisation, c'est la même chose, si je dis pas de conneries. C'est juste que le truc qui le gère, qui te permet de les gérer, c'est systemd et pas Docker. Ça se comparerait plus à Elixir pour le coup. C'est beaucoup plus lightweight, l'avantage c'est qu'au moins ça vient avec systemd, vous avez rien à installer en plus, machin, etc. Voilà, c'est sympa, j'en connais qui s'en sert, voilà. Mais justement, en fait, t'as pas tout l'écosystème entre guillemets qui vient ensemble de ce qui vient avec Docker. Parce que l'idée en gros de Docker, oui c'est vrai que j'en parle pas assez, on pourra en reparler à la fin, vous pouvez poser des questions. Ce qui est cool en fait entre guillemets avec Docker, c'est que vous pouvez le décrire textuellement quelle tronche a le container qui va devoir construire. En gros, vous mettez dans un seul truc la partie build faite par un truc que je vous ai montré qui s'appelle Packer juste avant, la partie build d'une image et la partie automatisation du truc qui va déployer dedans. Bah, tout ça, vous l'écrivez dans un fichier textuel très simple où vous lui dites tiens, je veux un truc qui se base sur une Ubuntu, sur ce que vous voulez, ou même sur un Nginx déjà existant fait par un autre mec. Et puis tu me rajoutes ça dedans, et puis voilà, tu fais ta vie, ça vous build ça vous fait en gros une grosse tarball. Et l'avantage de Docker, c'est que vous fournissez un registry qui va vous permettre d'uploader ça. En gros, c'est un GitHub, c'est un truc sur lequel tout le monde va pouvoir taper et récupérer des choses, mais pour des images, pour des containers. Le concept, en gros, je vous le fais pas là parce que j'ai pas le temps, mais pour n'importe quel service un peu con, enfin donnez-moi-en un, il n'y a personne qui a une idée, je sais pas, un web service à la con. Non, Hein
Redmine, voilà, très bon nom. Redmine, un truc de ticketing, parce qu'on l'utilise à Gconf et du coup c'est un use case en plus réel que je vous donne. Ce que vous faites concrètement, vous lui dites, vous faites un Docker run Redmine, Docker run PostgreSQL ou la DB que vous voulez, avec les arguments qui vont bien pour leur dire de se parler, et ça marche. Vous avez un Redmine qui marche sur votre machine. Le jour où vous voulez le trash, vous supprimez les containers, vous n'avez plus rien qui reste sur votre machine. Vraiment, c'est super cool pour tester des trucs. Enfin, vous faites vraiment un truc, il va vous le récupérer sur le hub, sur le registry Docker, il vous le run, etc. Et voilà. Alors après, du coup, c'est aussi l'inconvénient de dire, ok, c'est les mecs qui package chasse dans leur coin, vous savez pas trop comment, un point de vue sécu, machin, etc. Mais fonctionnellement, c'est très cool. On en reparlera après si vous voulez pendant les questions, j'aimerais bien juste vous faire une démo avant. Et d'un point de vue orchestration, c'est cool, je vous parle depuis tout à l'heure de spawner plein de machines, d'avoir des trucs qui sont automatiquement, etc. Bah, c'est cool, mais pour ça vous avez besoin d'un truc, c'est de l'orchestration en fait. C'est un truc facile où vous pouvez lui dire tiens fais-moi ça et où il le fait pour vous. L'idée c'est de ne plus avoir à vous soucier de où est votre appli, de sur quoi elle tourne, vous en foutez. Vous avez 15 machines, 15 serveurs physiques, vous vous en foutez, vous n'avez pas envie de savoir sur quelle machine vous allez la louer, vous avez envie d'avoir un orchestrateur par-dessus, où vous allez juste dire tiens je veux mon appli, je m'en fous d'où elle run, j'ai pas à le savoir, j'en ai vraiment rien à faire quoi. Je veux juste qu'elle marche. Je la veux tant de fois, je veux qu'il le gère tout seul, etc. Je veux qu'il me fasse automatiquement des health checks dessus, qu'il aille vérifier, tiens, est-ce que en HTTP sur le port 80, tu me réponds bien un 200 pour dire que c'est OK. Si c'est non depuis 5 fois 10 secondes, bon bah OK, ça veut dire que t'es mort, je te dégage, j'en crée une autre. Vous avez envie de trucs qui gèrent tout ça pour vous. Là, je vous ai cité les plus connus. Côté HashiCorp, j'en parlais tout à l'heure, justement, bah, c'est un truc qui s'appelle Nomad. Vous avez Mesosphere, qui est une boîte aussi très cool, qui fait des trucs malheureusement en Java, mais qui marche, qui s'appelle Mesos et Marathon, c'est ce que je vais vous montrer après. Et vous avez Google qui fait Kubernetes, qui du coup, bah, vu que c'est Google, est un peu, devient de plus en plus utilisé. L'idée, voilà, l'idée, est-ce que je vais vous faire une démo avant la conclusion du coup, c'est qu'un déploiement, votre déploiement doit pouvoir se résumer à un curl. Si vous ne pouvez pas faire un curl en lui disant tiens déploie-moi ça, c'est que votre orchestrateur ne fait pas son boulot, en gros. Et donc ce que vous voulez en fait c'est automatiser tout ça. On n'a pas de trépied pour le micro? Ah cool, mais c'est génial. C'est très technique. Test. Bon. Ah, attends. Bon, vous m'entendez à peu près là? C'est bon? Ok, cool. Ça ira, c'est bon. Ça ira largement. Oui, vas-y, comme tu veux. Ouais, ce que je voulais vous montrer. Du coup, je vous ai montré les slides, machin et compagnie. C'est bien beau, ça galère. C'est parce que j'ai un Firefox avec 700 onglets qui tournent à côté. Allez. Voilà. Votre orchestrateur, par exemple, alors je vous parlais de Mesos et Marathon. Je vais reprendre ça en fait. Marathon, c'est la partie qui va gérer vos ressources. C'est juste un truc qui tourne sur un slave qui tourne sur toutes les machines, qui sait comment run des trucs sur la machine sur laquelle il tourne et qui sait combien de ressources il a dispo. C'est un truc sur lequel vous pouvez aller taper pour lui dire tiens spawn-moi ça. Et par-dessus Mesos, vous avez un truc qui s'appelle Marathon, c'est ce qui est ici, qui vient se plugger et qui lui, son job, c'est de parler avec Mesos, pardon. Par exemple, vous voulez spawner un truc qui a besoin de, je sais pas, un CPU et 2 Go de RAM. Le job de Marathon, vous lui dites tiens spawn-moi ça, et lui, il va aller parler à Mesos. Vous avez un master, etc. qui en gros qui est accessible et qui résume l'état de votre cluster. Et en gros, il lui dit tiens, j'aimerais lancer ça. Fournis-moi la possibilité de le faire. Fournis-moi une offre qui me dit tiens, je peux run ça et puis c'est là-bas et tu dois appeler ça pour pouvoir le faire. Donc il va aller dire à Mesos hey, coucou tiens j'aimerais bien lancer ça, vas-y run-le. Mesos lui fait ah, d'accord ça marche, je le run, il est là, si tu veux le surveiller c'est ici et tout, et Marathon s'en occupe. Vous voyez pas grand chose là. C'est trop cool, c'est un browser, je peux zoomer. Vous voyez mieux? Vous voyez bien? Enfin c'est lisible même pour les gens du fond. Hein? Ah éteindre. C'est vrai que c'est pas con. C'est mieux? Ok, cool. Là, ça, c'est un truc qui est spawné à l'arrache pour la démo. Concrètement, ça tourne sur une instance sur AWS, je vous en parlais tout à l'heure. C'est une VM que j'ai créée il y a 3 heures et qui sera détruite demain matin.
parce qu'accessoirement déjà ça coûte des sous. Mais concrètement voilà, même si à la limite vous éclatez à taper dessus, allez-y, je m'en fous quoi. Cette VM, tout ce qui est dessus, justement la partie Mesos Marathon, qui vont me permettre après de faciliter le lancement de services dessus. Tout ça, ça a été configuré à côté via Ansible. Je sais pas si j'ai la tronche que ça quelque part. Ouais, je suis désolé, ça tient bof. Hein. Ouais, bon bah tant pis. En fait, c'est pour le stream. Ah, c'est pour le stream. Bah tiens, tu vas tenir le micro, c'est cool, merci. Ah, bon, ok. Oubliez, j'ai perdu ma connexion. À la limite, bah en fait, ce que je vous propose, c'est que... toute la partie, tout ce qui est déployé, si j'ai plus le net, ça va vraiment être chiant par contre. Oui, alors en fait, toute ma démo repose sur le fait que j'ai le net. Hein. Je l'avais dit dès le début, si j'ai pas le net, c'est perdu. Je ne pourrai rien vous montrer et ça sera très dommage. Yay. Donc, je voulais vous montrer. Si vous voulez, par exemple, essayer ça chez vous, toute l'infra là, c'est ce que je vous disais, si ce que vous provisionnez sur les machines, c'est pas décrit textuellement, vous avez perdu. Là, ça vous décrit exactement comment aller lancer les trucs. Par exemple, je sais pas moi, voilà, la base, il va y avoir quoi dessus je vais avoir, je sais pas moi, tous les requirements pour que ça puisse run. Je suis persuadé que vous pouvez lire presque. En gros, ça, je lui dis tiens, je veux que le package Docker soit installé, je veux que la lib Python pour taper sur Docker elle soit installée, je veux que le service Docker il soit démarré, je veux qu'il y ait les images là qui soient présentes et déjà récupérées. À côté, je lui dis comment démarrer les services, etc. L'idée là, c'est d'avoir une machine utilisable pour après aller spawner des containers via justement une API HTTP via Marathon facilement. Là, je l'ai fait l'exemple que sur un nœud, mais ça généralise. Là, je l'ai fait l'exemple que pour un nœud parce que ça coûte des thunes d'avoir accessoirement des VM. Mais vous pouvez en mettre 50, aller mettre vos slaves dessus, etc. L'idée, c'est que ça marche globalement pareil. Le seul truc pas automatisé dans ce truc-là, c'est le déploiement de la VM, parce que c'est un truc que j'ai repris et adapté il y a 2 heures, vous m'en voudrez pas. Et du coup, voilà, ce que ça me permet de fournir, c'est ça, là vous voyez les services qui tournent. Dans le sens où non seulement en plus de spawn, tout ce qui va être choses nécessaires pour pouvoir avoir ça. En l'occurrence, il y a 4 services, on en parle après la conf parce qu'il n'y a plus le temps, mais vous avez un Zookeeper, un Slave Mesos, un Master Mesos et Marathon. Et une fois que j'ai ça, j'ai déployé d'autres services dessus, toujours automatiquement, c'est toujours décrit textuellement, ça marchera toujours là-dedans. Je voulais en plus spawner un GitLab, c'est du GitHub que vous hébergez vous-même en gros. Un GitLab Runner, c'est pour de l'inté continu, c'est un truc que vous pouvez dire tiens, run-moi mes tests automatiquement et qu'il le fait. Vous avez une UI un peu sympa pour Mesos, pour votre occupation des ressources. Ça vous fournit ce genre de truc. C'est un truc fait par Capgemini de manière assez surprenante. Là, c'est pas très pertinent parce que du coup, on a un nœud, mais l'idée c'est que c'est plutôt sexy. Il y a le truc qui vous sert les slides. Il y a un reverse proxy qui vous fournit ça, parce que alors par exemple, si vous allez les voir sur les slides, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà par exemple le slides.deploy.coffee, devant ça vous avez un reverse proxy qui s'appelle Traffic, c'est automatisé, ça me génère mes certifs SSL à la volée, voilà, ça m'automatise tout. Je dis juste en gros, tiens, ce container là, il t'expose du HTTP et il doit être dispo sous tel nom et ça se charge de vous le faire. C'est très sympa, j'aurais vraiment aimé en parler plus, mais je me trompe pas, hein, mais vous, j'ai pas le temps de rajouter des trucs. Non, il se tourne les pouces, donc non. Et à la fin, ouais, c'était juste une appli que je vous avais montré pour tester. En gros, là, toute ma conf de mon appli qui vous fournit les slides, elle est résumée là. Ça tient dans du JSON, si vous voulez, ça tient en 50 lignes de JSON. Et le JSON, c'est verbeux. Je lui dis juste, tiens, tu as besoin de tant de CPU, de temps de RAM. C'est le container là qui est lancé.
ArcGX machin. Il est accessible hein, si vous voulez vous aller récupérer chez vous et run les slides, le truc qui vous fournit les slides dans HTTP chez vous, vous pouvez, il n'y a pas de souci, ça marchera. Je dis juste que tiens, voilà, tu as le port 80 et après tout ce que je fais pour l'exposer justement via le trafic dont je vous parlais, c'est ça. Je vous dis, hey, tu fais partie d'un back-end de load balancing qui s'appelle Slide, pardon. Ce qui fait que si je spawn 5 fois mon truc Slides, eh ben, j'ai mon truc devant qui va me load balancer tout seul. J'ai rien de plus à faire, hein, c'est trop cool. Et en front-end, ça matchera, ça enverra vers ce back-end là. Si ça match, slides.deploy.coffee. Vous pouvez matcher plein d'autres trucs, c'est pas trop le sujet ici. Sachant que le container qui est déployé, il est décrit avec les slides. Attendez 5 secondes. Voilà, vous avez, pour ceux qui ne le savent pas, un GitHub très cool, c'est gconf Conferences. Il y a les slides de tous les talks de gconf qu'on a réussi à peu près à récupérer dans un état pas lamentable. Et c'est à peu près trié, j'avais fait un effort là-dessus. Et vous avez du coup notamment celles de ce soir, voilà, qui sont là. Donc si vous voulez, vous, chez vous, build les slides ou voir comment je les avais fait, j'ai pas push sur GitHub. Du coup, c'est fail rendu. Hop. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour build les slides là-dessus. Notamment, vous avez du coup le fameux Dockerfile qui vous décrit comment build l'appli. C'est pour ça que Docker c'est génial, en gros. Enfin, c'est pour ça que tout le monde aime Docker, en gros. Vous pouvez le faire avec d'autres trucs si vous voulez, mais c'est pour ça que c'est cool. Là, je vous dis juste, j'ai besoin d'un Nginx, c'est le serveur web qui sert les trucs. Tu me prends mes images, le framework qui me sert à faire le truc sexy pour les slides, et les slides déjà compilés. Et puis tu me les mets dans le container, là où il faut pour que le Nginx le serve déjà, et ça marche. Il n'y a rien d'autre de plus à faire. Là, je lui dis juste build, et puis run-moi ça, et ça marche. Voilà, c'est le truc cool. Et enfin, du coup, la dernière partie que je voulais montrer, c'est qu'en vrai, tout ça, là, je l'ai stocké moi derrière dans le GitLab, du coup, que j'ai spawné à côté, qui est hop, ici. Et c'est là la partie en fait vraiment cool. Enfin, c'est le genre de truc où vous pouvez penser que c'est de la magie. Où je trouve que l'infra, ça commence à être des problématiques intéressantes. S'il veut bien charger un jour, par pitié, cher Wi-Fi. Voilà, il y a un GitLab qui tourne et vous avez un truc d'inté continu qui va avec. Le concept, c'est que là, si je modifie un truc sur mes slides, genre, je sais pas, sur la partie, sur l'intro, il n'y a pas de micro, ça ne sera pas enregistré. Là, je joue juste mes slides, je rajoute juste un LOL dans le titre. Malheureusement, je compile les slides à la main. Normalement, votre intel continue le fait, j'ai pas eu le temps de le faire. Tout ce que je fais là, c'est compiler mes slides. Je les add. Je fais un commit de la mort qui tue avec le message de commit que vous ne faites jamais. Commit en caps lock. Voilà, c'est juste pour troller. Et là, tout ce que je vais faire, c'est push. Hop. Sur mon GitLab. Voilà, il est en train de push, il est content. Oui, voilà. Donc là, en fait, si vous regardez, vous êtes content, vous avez votre projet, vous avez les commits que j'ai fait dessus. Et puis vous avez en fait mon build là qui est en train de tourner. Voilà, qui est en train de tourner. Il y a deux stages. Il y a la partie build. La partie build, c'est juste Docker build pour vous montrer la tronche que ce truc-là, en fait, c'est pas compliqué. Parce que comme le reste, du coup, l'idée, c'est que c'est également décrit textuellement dans le dépôt. Je l'ai. Non, ça c'est l'infras. Pardon, c'est avec les slides. Voilà, toute la description du pipeline d'inté continu, elle est là et tient en, attention, 23 lignes. Je vous le dis, tiens, l'étape de build, c'est make build. Make build, vous irez voir le makefile par vous-même. Hein. Tout ce qu'il fait, c'est un Docker build, c'est tout. Il prend le Docker file, il vous build un container, ça le push sur le Docker hub. Et l'étape deploy, ça fait un... Oh putain, si je vais vraiment vous montrer le makefile parce que c'est ça qui est cool. Il fait juste un make deploy et le make deploy, c'est pareil. C'est quoi? C'est un curl. Je remplace juste dans la description en JSON de ce qui doit runner sur Marathon, je le remplace juste la version du container qu'il doit déployer et je fais un fucking curl quand même. Je fais rien, je lui dis tiens fais ta vie, déploie. Et le truc c'est que là, si je vais du coup, voilà, voilà.
Et que là, en fait, alors, on l'a pas vu parce qu'en fait, il a été un peu trop rapide pour nous. Mais si je me trompe pas, et si j'ai plutôt confiance en mon truc, là, si je refresh mes slides, pour ceux qui les ont chargés, normalement, vous pouvez tester aussi. Hein, ça marche en vrai, c'est en live. J'ai mon LOL qui est dans mes slides là. Hein. J'ai rien fait à part commit, build le HTML et pusher sur mon Git. Et c'est live. Et mon orchestrateur, Marathon, il a fait en sorte qu'il y ait 0 interruption de service. C'est-à-dire qu'il y avait déjà mon service qui servait les slides qui tournaient. Il en a up un deuxième avec la nouvelle version. Il a été faire ses health check dessus. Et quand il s'est assuré que ça marchait, il a down l'ancien, il a rentré le nouveau dans le pool de load balancing. Donc vous avez 0 interruption de service. Vous venez, félicitations, de faire une upgrade. Si vous voulez rollback, vous dire tiens, bah en fait, finalement, ce que je viens de faire, c'était tout pourri. Il est où le bouton pour rollback? Je suis sûr il y en a un. Sinon, il y en a un sur GitLab. Oui, je fais beaucoup de tatatam. C'est vraiment la peine de le faire remarquer, Vermi. Je sais plus, je crois. Normalement, il le fournit. Hop. Non, mais je peux le scaler, je peux en spawner 5 si je veux, etc. Peu importe. Par contre, je dois vraiment pouvoir rollback au niveau de mon GitLab, dans le sens où là, je veux déployer la version précédente où il n'y avait pas le LOL. Hop. Je vais juste aller rejouer ça, donc voilà, content. Je rerun, voilà, là il est en train de build. Allez, en espérant qu'il soit du coup pas trop long. De toute façon, normalement on va le voir, hop. Avec de la chance, le voir passer, ça serait cool. Sinon, c'est pas grave. Hein. Bon, je voulais vous montrer le rollback, mais tant pis, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais le concept, en gros, c'est ça, c'est que pour rollback, vous redéployez la version d'avant, et vu qu'elle est entièrement dans un coin dans une image Docker, vous redéployez juste l'ancienne image et ça marche. Mais là, voilà, concrètement, les trucs cool, c'est là, sans trop grand-chose. Hein, vraiment, j'ai passé 3 heures à tout casser sur la présentation de ce truc. Ça vous permet de spawn des trucs marrants, automatiques, qui vous permettent de déployer proprement, voilà, de manière pas chiante et qui, surtout, peuvent vraiment scale. Voilà, c'est, je pense, la fin de ce truc. Il doit y avoir 2 slides qui restent. Si je veux tout à la fin. Oui, oh, bon, ok, encore oh, j'ai le temps de leur parler de ça ou pas? Si tu peux me dire non. Non, on en parlera après si vous voulez. C'est très fun, c'est ce que fait Netflix. Et leur infra se soigne toute seule. Si ça casse, ça répare. Et ils ont un truc qui pète leur infra automatiquement pour s'assurer qu'elle se remonte correctement. Il y a un mec, tu viens Montarix, qui s'est dit hey, pour être sûr qu'elle se remonte, on va la péter volontairement et ça de manière automatique. On en parle après pour ceux qui veulent. Donc globalement, on ne veut pas que vous ayez quelque chose à faire. Si vous pensez des trucs d'un point de vue Ops, designez votre infra pour les échecs. Il y en aura, ça va arriver. Vous voulez un truc résilient. Au final, c'est plus que des tools que vous utilisez. J'ai pas eu le temps de présenter des trucs un peu sympas, genre les protos de tout ce qui va être consensus au sein d'un cluster, etc. Genre Raft et tout. Si vous voulez, on peut en parler après, c'est passionnant. Ça, on en parlera une autre fois. Et du coup, voilà, ça c'est la slide finale. Merci du coup à SiteTrace qui a fait le premier talk DevOps à Gconf. Il y a le lien YouTube juste en dessous. Allez le voir. Il dure 2 heures. Il couvre plus de sujets que moi et c'est très intéressant et très bien fait. Voilà, le reste on s'en fiche. Vous avez du coup les slides et la description de l'infra. Les slides sont pas sur ce GitHub, j'ai juste pas mis à jour. Voilà, allez voir sur le GitHub Gconf Conferences. Et ça c'est le dernier, c'est RAF, le truc passionnant dont je vous parlais, c'est une explication très graphique du truc. Allez-y, ça vous prend 10 minutes et c'est super marrant. Vous voyez votre infra évoluer comme un village gaulois. Voilà. Du coup, je sais pas si on a le temps pour les questions ou pas. Si c'est non, on les skip. S'il y en a et que vous en avez, go, mais vite. Ouais, quelqu'un peut leur emmener le micro? Vu que tu parles de Mesos et de Marathon, tu as déjà testé le DCOS Mesosphere ou pas? DCOS pas du tout déjà parce que à ma connaissance, ah si ils l'ont open sourcé maintenant je crois. Ouais, ouais non j'ai pas testé mais en gros c'est Mesos et Marathon, c'est juste qu'ils te le bundle de manière sympa et qu'ils te fournissent des trucs où tu peux juste lui dire tiens je veux mon Jenkins run-le, tiens je veux mon GitLab run-le. Parce que dans la vidéo d'introduction c'est très flashy mais je sais pas si dans la réalité ça marche aussi bien. Bah dans la réalité en tout cas Mesos et Marathon à la main ça marche donc j'espère qu'un truc qui bundle et qui prévoit pour marcher ensemble ça marche mieux. Voilà. Si vous voulez me poser des questions après, voilà, vous pouvez, je suis juste là.
Bonne soirée, bonne conf.